finances publiques, le vieillissement de la population va mettre le Québec à feu et à sang. L'ancien premier ministre du Québec, lui, M. Lucien Bouchard, disait hier qu'il était inquiet pour l'avenir de ces deux adolescents. Tire la sonnette d'alarme. La dette publique, qui s'élève à 120 milliards de dollars, atteint des proportions inquiétantes. Il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que le déficit zéro est atteint au Québec depuis plusieurs années. Or, qu'il n'y en ait rien. En fait, le déficit du Québec serait plutôt de l'ordre... Il y aurait 17 000 chirurgies annulées dans les hôpitaux du Québec. Il y a des patients qui sont sur des listes d'attente qui ne sont pas comptabilisés. Les médicaments, parce que la Régie de l'assurance maladie du Québec a pratiquement perdu le contrôle du régime d'assurance médicaments. Oui, il faut le dire, ce sera une autre grande journée de perturbation aujourd'hui. Les écoles primaires, secondaires, des cégeps seront perturbés. Les centres hospitaliers, les services de santé seront également affectés. Donc, on conseille à la population d'éviter ce matin dès 10 heures l'autoroute 10, 20, 30, 40 et 55 entre Montréal et Québec. Alors, je vous rappelle que les Il y a encore peu de temps, la politique ne m'intéressait pas. Pour moi, elle se résumait à ce carrousel sans fin de la chicane nationale. Ces élites politiques qui ont fait carrière sur la question nationale et qui répètent les mêmes discours depuis maintenant 25 ans. Dieu, ce que je suis exaspérée d'entendre parler de référendum. Ces élites syndicales qui prétendent défendre le monde ordinaire alors qu'en réalité, ils ne cherchent qu'à protéger les privilèges de leurs membres. Il faut que le 1er mai, on soit capable d'avoir une grève sociale au Québec. Ça veut dire qu'il faut paralyser le Québec. Non, cette image du Québec que me renvoient les médias ne m'incite pas à vouloir comprendre le monde politique. Plutôt, comme bien d'autres gens, cette culture de la complainte et de la revendication finit par m'agacer profondément. Pourtant, on me dit et j'entends que notre modèle québécois mérite d'être préservé. J'ai voulu comprendre. D'habitude, quand on parle d'un modèle, c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui nous dit « ce que vous faites, c'est un modèle pour nous ». Mais ici, au Québec, on s'est comme autoproclamé nous-mêmes notre propre modèle. Moi, j'ai été en Europe à une année. J'ai jamais entendu personne qui m'a parlé du modèle québécois. Alors moi, je trouve ça un peu bizarre qu'on parle de modèle québécois comme ça et qu'il y ait personne à l'extérieur qui reprenne ça et qui en parle. Laurent fait partie de cette génération des 20-30 ans. Il était un de ces jeunes que j'avais invités pour me parler du Québec d'aujourd'hui. Je pense que le modèle québécois, c'est devenu un grand mythe, dans le fond, de l'émancipation du Québec. Parce qu'à quelque part, ce que la Révolution tranquille nous a permis de faire, c'est de sortir de la grande noirceur de la religion catholique pour rentrer progressivement dans celle de la religion social-démocrate. Grosso modo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, par l'État, les institutions publiques, les subventions. Les élites syndicales sont rendues un peu, dans le fond, nos prédicateurs modernes. Puis, dans le fond, ce que ça a donné, c'est qu'on a simplement changé 4,30 sous pour $1. Souvent, toutes les réformes qui veulent être entamées par le gouvernement ou par certaines forces dans la société civile sont souvent bloquées dès le départ par cette idée qu'est le modèle québécois. C'est qu'on utilise le modèle québécois comme excuse pour bloquer n'importe quelle réforme qui va faire progresser le Québec. Le discours qui est entretenu par les élites culturelles, économiques et politiques au Québec, c'est surtout que le modèle québécois devrait servir à nous différencier du marché anglo-saxon. Il y a une culture incroyable de l'anti-marché. C'est très dangereux, le libre marché. C'est les gens laissés à eux-mêmes. C'est le pouvoir laissé dans les mains des multinationales. C'est très dangereux parce que tout ce que ça fait, c'est que ça enlève au Québec son caractère distinct. C'est devenu un peu une sorte de vulgate idéologique qui sert à nous couper du reste du continent et de l'Amérique du Nord en particulier. C'est que le modèle québécois est devenu justement une arme pour les forces du statu quo, c'est-à-dire les syndicats, les groupes sociaux de toutes sortes et les forces anti-marché dans la société québécoise pour maintenir ce statu quo-là. On a pris le modèle québécois
Puis on l'a tellement érigé en irréductible village gaulois dans cet affreux empire nord-américain qu'on en est rendu aveugle à voir ce que l'extérieur pourrait nous amener. On se bloque tout ce qui est anglo-saxon, on se bloque tout ce qui vient d'ailleurs sous prétexte que ce serait néolibéral et que notre irréductible village social-démocrate fait donc mieux. Puis en bout de ligne, on vient qu'à se couper un nombre d'opportunités assez incroyable. Pour y voir plus clair, j'avais également approché une dizaine d'économistes, fiscalistes et analystes de la scène politique. Alain Dubuc, chroniqueur à la presse et auteur du livre Éloge de la richesse, était l'un d'eux. Après un moment de grand combat, la Révolution tranquille s'est assise sur ses lauriers. Et on s'est mis à se nourrir non pas de succès, mais de mythes. Pour commencer à comprendre la dynamique sociale au Québec, il faut comprendre qu'on en est venu graduellement à vivre sous l'emprise de ce que j'appelle la pensée magique. Dans un régime de pensée magique, ce ne sont plus les faits qui comptent, ce sont les symboles. Ce ne sont plus les réalités qui s'imposent à nous, mais c'est nous qui voulons imposer artificiellement aux réalités une image de nous qui est de l'ordre du fantasme, finalement. Les mots « illusion »,« mythe »,« pensée magique » revenaient souvent dans le discours. Aussi pour ceux qui étaient là il y a 40 ans et qui ont été témoins d'une époque où l'Église catholique occupait une très grande place dans la vie des gens, un parallèle avec le contexte actuel semblait frappant. Une nouvelle chapelle, une nouvelle Église, qui est cette Église de la social-démocratie traditionnelle, qui a pris le pouvoir au Québec et dans laquelle on vit actuellement. Les syndicats sont les grands prêtres, les curés de cette nouvelle Église. Les évêques, les cardinaux sont les élus, les grands chefs d'entreprise qui ont intérêt à ce que ce système reste bloqué. Je dirais les groupes aussi de défense des intérêts sociaux sont souvent aussi de nouvelles formes de curés. Pour décoder et comprendre cette pensée unique et le discours qui l'accompagne au Québec, il faut avoir recours au langage de la théologie, du sacré, de la religion. Prenez l'exemple du système de santé, de soins de santé universel, qui est un des dogmes fondamentaux de la gauche nationaliste, tant au Québec qu'au Canada, remarquez, principalement en Ontario. Dans le monde de la pensée magique, le moyen remplace la fin parce que le dogme remplace la réalité ou une vision lucide de la réalité. Alors là, on va s'accrocher au fait qu'il faut que ça soit gratuit pour tout le monde, qu'il faut que ça soit le même pour tout le monde, parce qu'il faut que la même Église sociale nationaliste québécoise rassemble tout le monde. Tous les fidèles doivent en faire partie. Maintenant qu'on n'a plus l'Église, la Sainte Église catholique romaine pour nous unifier dans un tout homogène et parfaitement cohérent, nous remplaçons les dogmes de l'Église par les dogmes du social-nationalisme. Ainsi donc, cérémonies religieuses, grandes messes, discours en chair et processions font toujours partie de la vie politique au Québec. Après tout, Joseph Facal, ancien ministre péquiste, n'avait-il pas lui-même parlé du sacro-saint modèle québécois? La pensée magique, c'est aussi un discours manichéen, un discours où il y a toujours deux options, puis il y en a seulement deux, et elles sont radicalement antagonistes l'une par rapport à l'autre. Donc, c'est un discours qui s'énonce, qui s'articule en lettres majuscules. Il y a la gauche avec un G majuscule, puis il y a la droite, la méchante droite avec un D majuscule monolithique. Il n'y a aucune place aux nuances entre différentes mouvances. Alors, on éradique la nuance. Il y a le camp gauche, il y a le camp droit, il y a le bien, il y a le mal, il y a la vertu, il y a le vice, il y a les bons, il y a les méchants, il y a les pauvres et ceux qui sont leurs porte-parole, il y a les riches et les méchants, vicieux, hypocrites, lobbyistes qui manipulent nos gouvernements. Quand on a développé
un modèle qui semble blindé mur à mur, ça devient une véritable religion. Quand des gens s'attaquent à des aspects ou à des credos de cette social-démocratie traditionnelle, on les accuse de tous les maux. Des non-Québécois. Des traîtres. C'est attaquer le Québec. De mauvais Québécois, de faux Québécois, des non-Québécois. Des suppôts de Satan, quasiment. C'est ne pas aimer le Québec. C'est être anti-québécois. Donc, critiquer ce modèle québécois, c'est présenter comme étant rétrograde. C'est vouloir revenir en arrière, c'est vouloir revenir sur nos pas. La gauche a le monopole de la vertu au Québec et c'est un problème. Il y a une foule de jeunes qui n'osent pas briser la rectitude social-démocrate. Ça va pas avec le modèle étatique qu'on s'est construit depuis des années. Fait que là, ben, faut pas que tu dises rien. On se fait taxer d'être anti-québécois, d'être contre le modèle québécois. On se fait dire « Ah, ben vous êtes de droite. » On voit une idée passer devant nous, on voit une proposition passer devant nous. Vite, ça nous démange, c'est gauche ou droite. Souverainiste ou fédéraliste. Une société, ça peut pas rester la même pendant 50 ans. Là. Chaque fois que quelqu'un va essayer de sortir du cadre préétabli de la social-démocratie, de sortir du dogme préétabli, ben on s'attendra même pas à ce qu'il a dit. On va tirer sur le messager. C'est comme un petit peu l'idée du jeu aux arcades où il y a des grenouilles qui sortent d'un trou, puis il faut les frapper avec des marteaux. Puis on dirait qu'on se sent un petit peu comme ça au Québec. On a une idée qui va un petit peu contre le statu quo, puis on se fait rabaisser tout de suite. Donc il faut être vraiment chanceux puis être bien organisé pour être capable d'être la grenouille qui va sortir, qui va pas se faire rabattre par le marteau. C'est difficile de changer les choses, en général, dans toutes les sociétés. Mais au Québec, on est dans une situation particulière où on est vraiment jammé, carrément paralysé par ce poids du passé. On pense que si on a pu arriver jusqu'au point où nous sommes, ce que nous avons gagné, ce sont des acquis. Il s'agit de rien faire, d'empêcher les gens de modifier la situation et tout ça restera à nous. Gauche veut dire générosité et changement. Droite veut dire statu quo et injustice et insensibilité aux autres. Quand on regarde le débat actuel au Québec, les grands combats, qui sont souvent des combats politiques menés par les syndicats, sont des combats pour que les choses ne changent pas. Et donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on pourrait dire que la droite a changé de camp et que les révolutionnaires de 1960 sont devenus le clergé des années 90 et 2000. Une des caractéristiques de la pensée magique, c'est d'être incapable d'apprendre des erreurs. Au contraire, elle se caractérise, cette pensée, par une persévérance dans l'erreur. On retrouve un peu ce qu'on voyait en Union soviétique sous le régime de Staline. Le bolchevisme, l'idéologie bolchevique avait catastrophé la société soviétique. Et quel était le problème? C'est qu'on n'était pas encore allé assez loin dans le bolchevisme. On retrouve un peu la même chose ici. Si l'État est appauvri, si l'État québécois est affaibli, c'est qu'on n'est pas allé encore assez suffisamment à gauche. Je comprenais que la pensée magique et le discours d'une gauche bien pensante rendaient difficile le débat. Mais en toute lucidité, on reconnaîtra que le changement est difficile parce qu'un grand nombre de personnes y trouvent leur compte. On nous parle beaucoup au Québec des fameux paradis fiscaux. Hein? On nous parle moins souvent de ce que j'appellerais les paradis syndicaux. Et donc, il y a plein de gens qui profitent du régime tel qu'il est et qui peuvent se dire « Pourquoi changer les choses si je deviens perdant? » C'est vrai de tous ceux qui se sont développés au sein de la fonction publique, dans le cadre de la croissance de l'État, tous ceux qui ont profité des largesses de la Révolution tranquille, notamment le monde syndical, qui s'est vraiment façonné autour de ça. Puis on le voit aussi chez tous ceux qui ont profité de la progressivité du système fiscal québécois. Il y a à peu près 42 % des contribuables qui ne paient pas d'impôts. Quand on ne paie pas d'impôts, on n'est pas très fâché contre le fait que l'État puisse trop dépenser ou mal dépenser. Ça ne nous concerne pas beaucoup. En effet, au Québec, 42 % des contribuables ne paient pas d'impôts. Et non, ce ne sont pas les riches qui font de l'évasion fiscale, mais bien des gens qui n'ont pas suffisamment de revenus pour payer de l'impôt. Ils sont trop pauvres. En Ontario, c'est 29 % des contribuables qui ne paient pas d'impôts. À l'autre bout de l'échelle des salaires, il y a au Québec presque 2 fois moins de gens riches qu'en Ontario, les riches étant ceux qui gagnent plus de 100 000 $ par année.
constat, le Québec est bel et bien riche en pauvres et pauvre en riches. Pas étonnant que ce soit la classe moyenne qui a payé le plus gros des impôts. Mais qu'importe tout cela. Le changement est difficile tout simplement parce que dans la pensée magique, nous refusons de voir la réalité. Dans l'univers de la pensée magique, puisqu'on veut nier la réalité, on veut aussi nier et camoufler les véritables problèmes. Il y a un certain nombre de mécanismes qu'on emploie pour nier les problèmes. Un d'entre eux consiste à pelleter les problèmes vers l'avant, ce qui cause, entre autres, de nombreux déficits actuariels, dont on dira que les générations à venir trouveront bien le moyen de les gérer convenablement et que, pour l'instant, si le chèque rentre, si les privilèges sont maintenus pour certains, il n'y en a pas de problème. Ce qui est compliqué aussi, c'est au Québec, c'est que quand on veut discuter de changement, le monde politique est complètement mélangé. Et ça s'explique par bien des raisons. Une d'entre elles, c'est le débat national. A fait que nos partis politiques ne sont pas des partis idéologiques, ce sont des partis constitutionnels. Parce qu'il y a toujours un référendum qui nous prend au bout du nez. Et donc, il y a des groupes qu'il ne faut pas trop bousculer pour pas qu'ils basculent trop dans le camp, d'habitude, c'est dans le camp du oui. En résumé, il est difficile de moderniser le Québec. Du fait d'un discours idéologique et vertueux, du fait que certains groupes profitent de certains privilèges, et bien sûr, il y a tout ce temps dévolu à la question nationale. Malgré toutes ces difficultés à revoir le modèle, il faut pourtant le remettre en question. Car si une véritable social-démocratie se devait de réduire les inégalités, favoriser l'éducation, aider prioritairement les plus démunis d'entre nous, j'allais découvrir que nos coûteux programmes sociaux échouent lamentablement. Donc, il y a une grosse illusion qui s'est construite autour de ce qui s'est fait depuis 1960. Et probablement, l'élément le plus étonnant, parce que c'était pas ça au départ, c'est cette idée que le Québec est une terre modèle, et surtout modèle dans le domaine social, et qu'on serait une terre de solidarité qui nous distingue de tout le reste de l'Amérique du Nord. On a l'impression qu'on est un paradis social et que le reste de l'Amérique du Nord est une espèce d'enfer néolibéral. Au Québec, nous excellons à nous définir comme étant progressistes, généreux et solidaires. Il n'y a personne qui va me faire penser que ce gouvernement n'est pas social-démocrate. Nos impôts sont élevés, mais ce sont les plus justes et les plus sociaux-démocrates d'Amérique du Nord, et nous en sommes contents. Plutôt que de créer de la richesse, nous nous sommes contentés d'une loi anti-pauvreté, une exclusivité en Amérique du Nord. Une loi. Il suffisait d'y penser. Monsieur le secrétaire général. Pour 104, contre aucune abstention. Et que dire de l'exceptionnelle présence des syndicats au Québec, ces héros nationaux. C'est pas vrai que ce gouvernement-là a eu un mandat de dernière élection pour donner un coup de pied au cul du monde ordinaire. Le slogan syndical n'est-il pas Moi, quand on parle de solidarité au Québec, ça me fait tout le temps un peu rire. Parce que surtout quand c'est nos grands ayatollahs qui sont les groupes sociaux qui en parlent. Parce que, en fait, la solidarité québécoise, c'est la plus grande fumisterie qu'on entretient ici. Également, quand on parle de solidarité, c'est pas la solidarité individuelle, c'est la solidarité étatique, c'est-à-dire la capacité des politiciens de faire des choix pour nous autres. La prétendue solidarité apportée par les mesures mur à mur, c'est de la foutaise. Okay? L'universalité, c'est bien pour ceux qui ont accès aux services, mais ça met dans le trouble tous ceux qui n'y ont pas accès. Prenez l'exemple des désormais célèbres garderies à 5-7 $. Là. Le programme de garderie est, en principe, universel. On dit souvent que le système est universel, mais il n'est pas universel parce que seulement qu'à peu près 50 % des enfants qui sont en âge d'être à la garderie qui bénéficient du système. Toutes les autres sont pénalisées, donc on ne peut pas dire et prétendre que c'est un système universel. Et il ne sera jamais universel. Peu importe ce qu'on va investir dans le système, il y a toujours des familles qui, de manière tout à fait correcte, moralement, socialement, vont choisir de passer plus de temps à la maison pour prendre soin de leurs enfants.
Les garderies devaient également favoriser le rattrapage éducatif des enfants les plus en difficulté. Pourtant, ceux qui auraient le plus besoin probablement de services éducatifs très, très jeunes sont les enfants qui n'y sont pas. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Rappelons que le programme de garderie devait apporter une aide financière plus importante aux familles à faible revenu. Il y a une anomalie assez intéressante dans le système présentement, c'est que les familles à faible revenu s'en sortent perdantes du système de garderie à 5 et 7 $. C'est surprenant, mais quand on regarde les chiffres, c'est comme ça. En fait, quand on regarde en détail ce qui se passe, c'est qu'elles payent plus cher maintenant qu'elles payaient avant. Lorsqu'elles sont de faible revenu, c'est-à-dire entre 25 et 40 000 $. Difficile à croire. Mais à la fin de l'année, lorsque viendra le temps de faire son rapport d'impôt fédéral, une famille monoparentale avec 2 enfants et ayant un revenu de 35 000 $ aura perdu l'équivalent de 1 600 $ par année. Bizarrement, le couple avec 2 enfants et ayant un revenu de 75 000 $ y aura gagné 1 845 $ par année. Prendre aux pauvres pour donner aux riches. Voilà le genre de politique soi-disant progressiste concoctée par nos politiciens apprentis sorciers. Mais ça, les familles, d'ailleurs comme vous et moi, n'en sont pas conscientes parce qu'on n'est pas des experts en fiscalité, on ne fait pas des calculs de ce type-là tous les jours. Fait qu'on a l'impression, on a l'illusion, ces familles ont l'illusion que ça leur coûte moins cher à 5 ou à 7 $, mais c'est une illusion complète. Il faut conclure que la politique est un échec. Au niveau là, des ambitions qu'on avait pour les familles défavorisées et puis pour les plus pauvres, autant du point de vue de la justice sociale que du point de vue de l'efficacité économique, il y a des problèmes avec cette politique-là. Une autre caractéristique de notre modèle québécois est le gel des tarifs. Moi, au Québec, j'aimerais ça gagner 100 000 $ aujourd'hui. Parce que dans le fond, c'est Québec qui financerait l'éducation de mes enfants. Puis ça n'a pas de bon sens, ça. Okay? On finance actuellement autant l'éducation des familles les plus riches que de la famille monoparentale qui gagne 12 000 $ dans Hochelaga Maisonneuve. Puis parallèlement à ça, il y a un étudiant sur 5 qui bénéficie de l'aide financière aux études puis qui rembourse son prêt le jour de l'échéance. Comment expliquer qu'environ 60-70% des étudiants qui fréquentent l'université sont originaires de familles dont les revenus sont supérieurs à la moyenne? Je ne crois pas pourquoi moi, qui vais être un avocat dans quelques années, je devrais payer 1 200 $ par session pour aller à l'université. C'est pas assez cher. On a des médecins qui vont gagner des salaires de 200 000 $ qui payent moins de 3 000 $ par année à peu près pour leur éducation. You know, I don't think it's right that doctors could be educated for $1,200 a semester and then leave the province. They shouldn't be allowed to do that. We're investing in these doctors. They shouldn't really be allowed to go, and if they do want to go, they should pay a different price maybe then. We need to stand up for Quebec. L'économiste Norma Kozaya s'est penchée sur la question et nous informe que dans les faits, le gel des droits de scolarité aide surtout, ici aussi, les familles les plus aisées. On sait que la fréquentation des universités par les jeunes issus de familles plus riches est le double de celle de jeunes issus de familles moins aisées. La façon dont ça fonctionne présentement, la subvention généralisée aux études universitaires, est une sorte de taxation régressive, donc c'est l'ensemble des contribuables, l'ensemble de personnes qui ne bénéficient pas parfois d'études universitaires qui subventionnent les plus riches et les hauts salariés de demain. Une solution progressiste et plus juste serait donc d'augmenter les droits de scolarité, mais d'avoir, en contrepartie, un régime de prêts et bourses beaucoup plus généreux pour ceux qui en ont vraiment besoin. Au lieu de cela, depuis 1994, les partis au pouvoir s'achètent la clientèle étudiante en reconduisant le gel des droits de scolarité. Le modèle québécois recourt également à un autre artifice, celui de taxer les plus jeunes travailleurs en faisant croire qu'il s'agit de programmes d'assurance. Normalement, le principe d'assurance implique de faire payer des primes plus élevées à celui qui représente un risque plus élevé.
On trouvera donc normal qu'un jeune homme paie des primes d'assurance automobile plus élevées ou encore qu'une personne plus âgée paie une prime d'assurance vie plus élevée. L'assurance médicaments du Québec ne respecte pas ce principe. Depuis 1997, malgré le fait que les primes soient passées de 175 $ par année à 385, à 422, puis aujourd'hui à 538 $, le régime public ne fait toujours pas ses frais. Conséquence, année après année, c'est la classe moyenne qui comble le déficit avec ses impôts. On essaie de faire en sorte que ça ne coûte pas très cher au départ. Et là, on gagne les gens à ce service. Tout le monde est content pendant un certain temps, mais évidemment, la réalité nous rejoint par la suite. Donc, on n'a pas fait les primes au niveau qu'il devait être. Et là, on s'est lancé dans une spirale extrêmement difficile de sous-financement. Et du coup, on a dû doubler, tripler à un moment donné les primes. Et là, tout le monde était scandalisé. Mais la raison, c'est qu'on a commencé trop bas. Aujourd'hui, selon les données de la RAMQ, les coûts bruts du régime d'assurance médicaments s'élèvent à tout près de 3 milliards de dollars. Avec le vieillissement de la population, il m'apparaissait évident que ce programme n'était pas viable à long terme. Car en regardant les chiffres de plus près, je réalisais qu'une bonne part des coûts étaient attribuables aux besoins de la population âgée de 65 ans et plus. Considérant donc que d'ici 25 ans, il n'y aura que 2 travailleurs pour chaque personne à la retraite, je me demandais bien comment les générations à venir allaient pouvoir assumer un tel fardeau. Ne faisant pas face à ces responsabilités, on essaie de les refouler en arrière, qui évidemment vient tomber sur la génération qui suit. Et je pense que ça, c'est un problème d'iniquité considérable intergénérationnelle. Finalement, examinons le régime des rentes du Québec. Un des plus beaux exemples du choc démographique qui s'en vient, on l'a déjà connu, on le connaît déjà, c'est les cotisations au régime des rentes du Québec. Et quand on regarde qu'est-ce qu'il y en est au niveau des cotisations, on se rend compte évidemment qu'il y a des iniquités intergénérations épouvantables. Or, les personnes qui sont actuellement à la retraite reçoivent en prestation de la Régie des rentes du Québec beaucoup plus que ce qu'ils ont cotisé. Les baby-boomers de ma génération, bon, on aura sous-payé pendant un grand nombre d'années et on va surpayer pendant un grand nombre d'années. Tandis que la génération des jeunes, eux autres, se font carrément rouler. La génération avant celle de mes parents a trimé dur pour assurer sa retraite. Ma génération va avoir à trimer dur pour assurer sa retraite. Et la génération qui m'a précédé a une retraite dorée. Okay? Ce que je pense à ce niveau-là, donc, c'est qu'il y a une génération, la génération de mes parents, les baby boomers, qui ont spolié l'avenir des autres. C'est un peu comme s'ils étaient allés au buffet, qui s'étaient goinfrés, puis qui ont laissé la note pour les consommateurs du jour qui va suivre. Pour vous démontrer l'impact, un travailleur autonome qui gagne 40 000 $ aujourd'hui de revenus d'entreprise, il va payer environ 3 700 $, un petit peu plus que 3 700 $ de cotisation au régime des rentes du Québec. Et si on compare ça à l'impôt fédéral qu'il paye, c'est presque le même montant, à quelques centaines de dollars près. C'est presque le même montant que le total de son impôt fédéral qu'il va payer comme résident du Québec. Ou un jeune travailleur autonome, par exemple, dans la vingtaine, aujourd'hui, va tellement payer en cotisation au régime des rentes du Québec, ça va être, par rapport aux prestations qu'il va recevoir, ça donne un résultat qui est absolument ridicule. On ne devrait même pas parler de cotisation au régime des rentes du Québec, c'est presque un impôt intergénération, parce qu'on a attendu tellement longtemps avant d'augmenter les cotisations pour tenir compte des faiblesses du régime à long terme, qu'au bout de la ligne, on peut penser que c'est carrément un impôt qu'on impose à la jeune génération pour que les retraités actuels et futurs puissent obtenir des prestations qu'on leur avait promises à l'origine. Vous voyez comment on est pris dans un certain dilemme lorsqu'on est dans une situation politique. La population vieillit. Cette population vieillissante devient ce qu'on appelle le votant médian, c'est-à-dire la personne qui va faire élire le gouvernement parce que c'est le groupe le plus nombreux. Ils vont exiger des services qu'ils n'auront jamais payés dans une certaine mesure parce que les gouvernements n'osent pas les faire payer pour les services qu'ils vont utiliser. Et ce faisant, on met la pression sur des plus jeunes, sur une population active qui devient de moins en moins grande.
c'est risquer carrément l'éclatement de la société à ce niveau. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Bon, on voit une réaction des gens qui se prémunissent instinctivement contre ça. Hein? Et ça, c'est en partie les grèves des étudiants, c'est en partie des protestations par énormément de jeunes dans la société qui disent, écoutez, nous, on n'est pas là juste pour payer ce qui a été dépensé et qu'on n'aura jamais utilisé, puis demandez-nous en plus de payer pour nous ce qu'on aura à consommer plus tard. Insoutenable. On est passé d'un idéal social-démocrate à une réalité social-démocrate qui devient axée sur les moyens et non plus sur les objectifs. Tout à coup, les symboles prennent une dimension telle qu'on peut masquer toute réalité dans une langue de bois axée sur les grands symboles de la social-démocratie et donc de ce qu'on a appelé le modèle québécois. On est arrivé dans une situation où, finalement, chacun défend son intérêt propre, même en utilisant un langage qui semble défendre l'intérêt public. C'est très joli, le discours de solidarité sociale, mais les faits sont pas là. Nous, au Québec et en Ontario, on était, il y a 25 ans, un peu plus égalitaire que l'Alberta, mais aujourd'hui, on a rejoint l'Alberta. On est à peu près tous au même point. L'argument de la solidarité sociale ne tient pas la route. Les faits démontrent, les chiffres, les indices nous montrent qu'on n'est pas plus solidaire ici qu'en Ontario ou en Alberta, mais on est plus pauvre. Donc, on est un peu entre nous, puis on se partage notre pauvreté, mais on la partage de la même manière qu'en Alberta et en Ontario. Je réalisais que les beaux discours ne suffisaient pas, qu'il y avait dans notre modèle québécois quelque chose de trompeur. Bien sûr, de temps en temps, nous disions nous préoccuper de ce que nous laissions aux plus jeunes. Pour preuve, en 1996, grand cas était fait de la politique du déficit zéro. En principe, nous semblions être guéris de la frénésie de nouveaux programmes. Est-ce justice de n'être endetté? Est-ce justice de devoir réparer ce que d'autres ont brisé? En réalité, dès 1998, le même gouvernement recommençait de manière compulsive à créer de nouveaux programmes et à s'en féliciter. J'étais curieuse de savoir ce que la génération des 20-30 ans pensait de nos programmes sociaux. Il y a l'idée qui demeure, une espèce de pensée magique, que ces programmes-là ont été institués pour de bon et qu'ils seront aussi bénéfiques pour nous qu'ils l'ont été pour eux, sans se soucier du problème démographique et du problème du financement. Et c'est le problème de l'action étatique, c'est dès qu'on crée des programmes mur à mur universels ou dès qu'on crée un programme gouvernemental, c'est difficile de l'avoir temporairement. In my core system, I don't want to have a system for the rich and a system for the poor. I want everyone to have this available to them, but that this needs to be managed. It needs to be run like a business. I don't trust where the government is taking our money because they're putting it in all these things that are not going anywhere except for in the pockets of bureaucrats. So you just got to manage it better. Souvent, on n'a pas les moyens de nos programmes, mais on les garde parce que justement, c'est un dû, c'est un acquis social. Et un acquis social, on n'y touche pas. Donc, évidemment, c'est inévitable qu'on ait cette dette à assumer parce qu'on a créé tellement de programmes que là, on se rend compte qu'on ne peut plus les assumer et que la dette croît à un rythme infernal. Moi, je dirais qu'on en fait trop, mais on ne cible pas assez. Et je crois que c'est ça le vrai problème. On parlait tantôt des programmes sociaux. Au Québec, pour être solidaire, on doit faire des programmes sociaux mur à mur qui touchent toute la population. Par exemple, quand on parle des garderies à 5 ou 7 $, c'est des programmes qui sont accessibles à tout le monde et qui coûtent des fortunes et qui vont souvent favoriser des gens qui proviennent de classes plus aisées dans la société. Si on pouvait faire en sorte que ces programmes-là soient ciblés pour les personnes qui réellement ont un besoin pour ces programmes-là, je crois qu'on aurait un objectif qui serait beaucoup plus facilement atteint et d'une façon beaucoup moins dispendieuse. Le mur à mur, c'est le meilleur moyen de rendre les riches plus riches et de rendre les pauvres plus pauvres. Okay? Est-ce que c'est certainement égalitaire, mais est-ce que c'est équitable? Je pense qu'on en est là au Québec présentement, dans la confusion à peu près totale. Trop souvent, au Québec, pour des raisons de soutien aux plus démunis, dans le fond, on impose à tous des programmes universels.
Sauf qu'on confond accessibilité et gratuité ou quasi-gratuité. On a une espèce, dans le fond, de remède de cheval pour régler un problème qui ne concerne pas tout le monde. Hein? On a l'universalité pour à peu près n'importe quoi pour régler un problème d'accessibilité qui est quand même assez limité dans la population. À vouloir tout offrir gratuitement à tout le monde, bien, à un moment donné, on n'a plus les moyens d'offrir des services de qualité. L'universalité de nos programmes sociaux était donc à revoir. Mais qu'en était-il du gel des tarifs? C'est quand même bizarre. Même dans le débat fiscal, les grandes confusions que l'on a sur le modèle québécois se manifestent de façon assez éclatante. Ce qui est bizarre dans nos débats sur les tarifs, puis la confusion avec les impôts, c'est qu'on a l'impression que se battre contre les augmentations de tarifs d'Hydro-Québec est une cause juste. Se battre pour le gel des frais de scolarité est une bataille progressiste et qu'on défend les pauvres, qu'on est à gauche. Quand en fait, il suffit de regarder à qui profitent ces choses-là. Et là, il y a une confusion complète dans la situation parce qu'on voit mal pourquoi ce sont des gens de gauche qui s'objectent à la hausse des tarifs d'électricité ou à la hausse des tarifs des frais de garde ou à la hausse des tarifs de la scolarité. Parce qu'effectivement, ça contribue davantage à faciliter la vie des personnes mieux nanties. En gros, la courbe, ça serait que plus on est riche, plus le cadeau lié au tarif est grand. Ce qui est le contraire d'une mesure progressive. C'est une mesure régressive qui satisfait les riches et qui nuit aux pauvres. Et donc, ce sont des mesures de droite qu'il faudrait combattre. Et moi, je ne comprends pas que les leaders syndicaux, que nos groupes de gauche ne dénoncent pas ces gels de tarifs en disant que c'est une mesure qui nuit aux gens qui sont dans le besoin dans la société. Alors voilà, le gel des tarifs d'électricité au Québec avantage le propriétaire de grosses maisons. Les gens plus scolarisés et plus fortunés sont ceux qui envoient leurs enfants dans des universités qui ne coûtent pas cher. Bref, l'universalité et le gel des tarifs n'avaient rien à voir avec la solidarité sociale. Moi, les débats gauche-droite m'agacent au plus haut point, mais que très souvent, ce qu'on appelle des idées de droite sont vraiment des idées de gauche, en ce sens qu'elles aideraient un grand nombre de citoyens bien mieux que le système actuel. Et donc, en bout de ligne, beaucoup plus de gens seraient gagnants qu'avec la culture du statu quo qu'on a en ce moment. Ce qui surprend aussi de la situation au Québec, c'est cette illusion qu'on est une province riche. À chaque fois que je fais cette mention des journalistes, entre autres, ils sont toujours étonnés. Et ça m'étonne toujours de les voir étonnés. Il y a une autre grande illusion quand on parle du modèle québécois, c'est celui du succès économique remarquable qu'on aurait réalisé au fil des ans. Les Québécois sont persuadés que le succès est fort. Ce qui me rend le plus fou au Québec, c'est la désinformation des gens. Les gens ne sont pas informés, ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il y en est. On est aussi une société qui se comporte comme si elle était très, très riche. Hein? On se paye des luxes incroyables. Et là, on se crée des illusions qui viennent soutenir, entre guillemets, cette intervention de l'État sous l'hypothèse que ça ne coûte rien. C'est l'État qui paye. Prenons un exemple concret de ce que ça signifie vivre dans la pensée magique. C'est plutôt un exemple d'un discours de gauche au Québec, le discours de la gauche aux lunettes roses. Alors, dans l'univers réel, la richesse, c'est quelque chose qu'il faut créer. C'est quelque chose qu'il faut bâtir. L'expérience et la science de l'économie nous enseignent qu'il faut, pour bâtir, créer cette richesse, se fonder sur les lois de la concurrence, les lois de la compétitivité. C'est un processus de sueur qui est toujours à recommencer et qui laisse toujours des insatisfaits. C'est comme ça que se crée la richesse concrètement dans le monde réel. Pour la gauche québécoise, en tout cas selon le discours dominant de la gauche québécoise, la richesse, c'est pas quelque chose qu'on a à créer. La richesse, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui est caché à certains endroits dans la société pour essayer d'en priver les pauvres gens qui en auraient bien besoin. Alors, où est-elle, cette richesse-là? Elle est dans les poches des riches. Tu veux réduire le déficit sans couper dans les services? Taxe les multimillionnaires. Elle est dans les poches des grandes entreprises. Elle est dans les coffres des banques qui font tant d'argent. Elle est dans les coffres du gouvernement fédéral.
Hein? Et là, ce qu'il faut faire dans une telle situation, selon les injonctions de cette gauche utopiste, c'est d'aller la chercher, cet argent-là. Et on nous fait miroiter qu'un vrai gouvernement de gauche au Québec irait chercher l'argent où il se trouve, et on n'en manquerait pas. Mon père appelait ça « l'argent qui pousse dans les arbres ». En fait, le Québec est bien loin d'être un modèle de richesse. En comparant le niveau de vie des 50 États américains et des 10 provinces canadiennes, le Québec se classe en peloton de queue, au 54e rang sur 60. Quand on regarde les données relatives au niveau de vie, ce qui est évident, c'est que le Québec est une province pauvre au Canada, dans la même catégorie que les Maritimes et le Manitoba, ça dépend des années. Mais quand on mesure la performance du modèle, entre guillemets, québécois, globalement, depuis le début des années 80, on s'aperçoit que c'est un modèle qui fonctionne au ralenti, quoi. Le Québec est la région industrialisée, de loin la plus pauvre dans l'Amérique du Nord. Et donc, tout ça mis ensemble devrait donner aux gens des indicateurs solides sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne roule pas, quelque chose qui ne balance pas dans l'espèce de mythe qu'on s'est créé sur nous-mêmes. Mais il y a une solution. Il y a une solution. La souveraineté. Pensez au slogan du Parti québécois lors du dernier référendum. Oui, et ça devient possible. Dans un Québec souverain, les frais de scolarité au niveau universitaire disparaîtront. Il n'y en aura plus. Dans un Québec souverain, nous aurons le mode électoral à la proportionnelle. Et lorsque nous serons souverains, il y aura des congés parentaux généreux pour tout le monde. Nous vivons sous le poids d'une réalité qui nous apparaît contraignante, qui semble rendre impossible nos fantasmes, nos aspirations les plus folles. Plutôt que d'ajuster nos aspirations à la réalité, on se projette vers cet avenir radieux qui réglera tous nos problèmes. Eh bien, il faut vivre dans cet univers imaginaire où il y a toujours devant nous une espèce de mirage réconfortant qui nous réchauffe le Canadien, comme on dit, qui nous rassure sur le fait qu'on est sur la bonne voie. Nous, on l'a une affaire. On n'est pas comme les méchants Américains. On n'est pas comme les sociétés plus à droite, comme l'Ouest canadien. On est sur la bonne voie. Et on s'en va vers un mur, mais il y a un mur, face à ce mur, il y a un mirage rassurant qu'on préfère voir. Dans la pensée magique, on préfère voir le mirage projeté sur le mur que le mur qu'on s'apprête à frapper. Je me demandais ce que vous pensez de la place qu'occupent les syndicats dans la société québécoise. Ah ben maudit. Tu poses une question dangereuse, tu sais ça. Peut-être un petit peu trop de place dans la mesure où les règles syndicales sont parfois strictes, notamment pour les jeunes qui veulent commencer à travailler. S'il y en a qui ont brisé des carrières de pères, de famille, qui les ont mis sur la pente, qui les ont mis même le cul dans la rue, c'est les syndicats. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ont une gang de chums, puis quand il y a de la job sur la construction pour un gros contrat, mettons, là, ils rappellent toujours les mêmes. L'ancienneté est avant tout. Puis ça fait que si quelqu'un est moins bon que toi, mais il y a 2 jours de plus d'ancienneté que toi, il va avoir un poste meilleur que toi. Et c'est ce que je trouve difficile, c'est d'essayer d'allier, disons, l'ancienne mentalité, une mentalité où on voulait protéger les emplois, à un prix où maintenant on se retrouve avec des emplois qui sont protégés et des emplois qui sont impénétrables. On en abuse, on exagère, finalement, on en profite. Ça a été une belle lutte au début du siècle pour obtenir les droits, tout ça. Mais maintenant, je pense qu'au Québec, c'est beaucoup trop loin. Puis il faudrait changer la perception de toujours être en lutte, peut-être un peu plus de coopération entre les partis. Mais moi, je vais te dire de quoi. Les syndicats ici, il y a une chose qui arrive. Ils s'en viennent exactement dans le même comportement que l'Église catholique. Ils sont là pour le bacon, ma fille, mais pas pour toi. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la place qu'occupent les syndicats dans la société québécoise. Oh, madame. Je suis une ancienne syndicaliste, j'ai été très active, alors toute la place qu'ils peuvent prendre. Certains diront que l'histoire du syndicalisme contient quelques-unes des plus belles pages d'histoire du Québec.
Mais s'il fut un temps où le mouvement syndical insufflait un sentiment de fierté et de solidarité, il n'est pas certain que ce soit toujours le cas. Vouloir comprendre le modèle québécois en faisant abstraction du pouvoir des élites syndicales serait pour le moins naïf, sinon très malhonnête. Je ne pouvais passer à côté du phénomène. Mais comme on peut s'y attendre, il se trouve au Québec bien peu de personnes et encore moins de politiciens qui osent critiquer publiquement notre nouveau clergé. À l'exception, bien sûr, de Régent Breton, le timide et mesuré Régent Breton. J'avais lu ces 2 bouquins dans lesquels il dénonce férocement les monopoles syndicaux, le principe de l'ancienneté et notre Code du travail. Le Code du travail, c'est pas un vrai Code du travail. C'est un code de la syndicalisation. Le Code du travail ne parle jamais du travail, ne parle jamais d'organisation du travail, ne traite en rien des conditions de travail. Le Code du travail, c'est le code de l'organisation, de la mise en place du syndicat, du monopole syndical dans une entreprise. Grosso modo, le système qu'on connaît au Québec, c'est ce que j'appelle, moi, la superposition de 2 grands monopoles, et c'est ça le modèle québécois. Alors, 2 monopoles superposés, le monopole d'État sur la fourniture des services en santé, éducation, électricité, par exemple, et, ce qui allait de soi, le monopole syndical des syndicaleux sur les jobs à faire dans ces services publics. Alors, 2 monopoles superposés. Déjà qu'un, c'est catastrophique. Essayez d'imaginer ce que ça peut donner comme effet de ultra catastrophique. Je vous donne un exemple seulement, tout le monde va comprendre. C'est tellement évident. Puisque l'État est le seul fournisseur de services en éducation, par exemple, ça signifie que quand les syndicaleux font grève, il n'y a plus d'éducation. Il s'agit là d'une stratégie syndicale CSN-FTQ qui va affecter non seulement les cégeps, mais encore les écoles primaires et secondaires. Ce 3e jour de grève des employés d'entretien de la STM a été particulièrement pénible. 5000 éducatrices de CPE affiliées à la CSN ont entamé ce matin des moyens de pression. Elles entrent donc au travail avec 1 heure de retard. Un mécontentement partagé par les usagers qui subissent la 11e grève du réseau de transport en 35 ans. Pour une 4e journée des employés d'entretien de la STM, les 2000 employés font la grève. Ça cause des inconvénients à des centaines de milliers de personnes. Jean-Hugues Roy. C'est paradoxal, quand même, qu'on permette de telles conneries. Les syndicaleux qui d'un côté, nous disent hey, la qualité du service public, la continuité du service public, c'est fondamental. Par ailleurs, le jour où ils décident de se mettre en grève, tous ces beaux principes sont balayés du revers de la main. Subitement, c'est le droit de grève qui est important. Et il fallait réécouter Jean-Paul Desbiens, cet insolent mieux connu sous le nom du frère Untel, pour réaliser que les choses n'avaient guère changé. En 1980, il tenait les propos suivants à l'émission Noir sur Blanc. On emploie encore un instrument aussi gros et aussi cruel au fond, que la grève, pour défendre des demandes, pour appuyer des demandes qui portent sur des secondes ou sur quelques sous, au bout du compte, instrument qui pouvait se justifier quand il s'agissait de droits fondamentaux. Mais les droits fondamentaux, ils sont acquis depuis longtemps. Et on ne trouve toujours encore, et encore que la grève comme une espèce de rituel sacré. On semble obligé croire obligé d'y recourir. Cela dit, le professeur Breton reconnaît tout de même la nécessité de la présence syndicale et du principe d'ancienneté dans certains milieux. Ce modèle de syndicalisation qui accorde le monopole de représentation aux syndicats convient parfaitement à l'entreprise privée, surtout l'entreprise privée de type chaîne de montage. Sur une chaîne de montage, la job, ça prend en 1 semaine, allons-y jusqu'à 1 mois. Au bout d'1 mois, la job, tu l'as pris. Ton espace de compétence, tu l'as occupé, il n'y en a plus. Dans un contexte comme celui-là, bien sûr que le monopole syndical, il est très, très bon parce que on ne peut pas permettre à l'employeur de se débarrasser quand il veut de n'importe quel salarié, lequel peut être remplacé par n'importe qui, n'importe quand, le travailleur ne signifiant rien
à cause de l'employeur, le syndicat s'amène et dit « Boss, tu respectes pas l'intelligence du salarié, pas de problème, on va remplacer la compétence par l'ancienneté. » C'est parfait dans un système où il n'y a pas d'espace de compétence. Mais aujourd'hui, tout n'est que compétence. Et c'est ici que s'arrêtait sa tolérance pour un régime qui se préoccupe plus d'ancienneté que de compétences. Y a-t-il quoi de plus important que des profs compétents au primaire? L'espace de compétences dans les écoles primaires est infini. L'espace de compétences dans les écoles primaires est infini. Essayez d'imaginer le tort que peut causer un prof médiocre installé en permanence dans une école qui, chaque année, déprime, enlève le goût de connaître à 100, 200 jeunes de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans. C'est catastrophique. On se scandalise de plein de conneries sans importance, ça, on ne l'entend jamais. Alors qu'il serait tellement, ça va tellement de soi. Il y a tellement de jeunes, il y a tellement de gens qui pourraient être des profs exceptionnels et qui ne le sont pas à cause des syndicats. Ça, c'est du pouvoir. Ça, c'est du pouvoir que d'empêcher la compétence d'entrer dans les écoles au nom de la protection des anciens, parce qu'il faut savoir que la règle première, le principe premier, la valeur première des syndicaleux, c'est l'ancienneté. Qu'est-ce que c'est dynamique? Qu'est-ce qu'on peut construire un monde extraordinaire avec l'ancienneté? Ce monde extraordinaire, le leadership syndical l'aura construit en recourant à un discours extrêmement efficace. D'abord, on a recours à un discours de solidarité alors qu'en réalité, il s'agit de revendication d'un groupe de pression. Que des choses doivent changer au Québec, puissent changer au Québec, j'en suis, mais pas n'importe comment, pas dans le sens d'être moins équitable, moins solidaire et d'appauvrir le monde ordinaire, ça, jamais. On fera voir également que seul le secteur public peut offrir des services de qualité et que la qualité, eh bien, ça passe par de meilleurs salaires, conditions de travail et fonds de pension. Autre élément du discours syndical, on prétendra vouloir défendre les plus démunis. On manque de ressources pour pouvoir procurer un service de qualité à ces enfants-là qui n'en ont le plus besoin, qui sont les plus démunis. On remettra même en question le résultat d'élections démocratiques et la légitimité d'un gouvernement qui veut faire des réformes. Finalement, il y a le recours aux menaces subtiles. Moi, je pense qu'encore une fois, il est mieux de prendre la température de l'eau comme faut. Et parfois moins subtiles. Alors là, ce qui est assez pathétique également, c'est qu'on a un ministre du Travail qui est dans la même chaise depuis 7 ans. Et il y a deux choses, Monsieur le Président. C'est soit qu'il est innocent ou il fait l'innocent. Parce que vous ne me ferez pas croire que le ministre, en 7 ans, n'a pas eu le temps de comprendre les structures syndicales. Laisser croire puis d'induire volontairement, consciemment la population dans l'erreur, pour moi, c'est une campagne de salissage. Il est très mauvais comédien ou vraiment, en anglais, ils disent c'est un slow learner parce que ça fait 7 ans qu'il est là. Défenseurs du bien public. Ils nous ont donné des exemples depuis 30 ans qui nous laissent songeurs. Comment se fait-il que ces gens ne nous parlent jamais de la dette publique des Québécois? Les constats gouvernementaux sur les finances publiques, sur la situation du Québec, sont beaucoup trop alarmistes. Comment se fait-il que ces gens qui passent leur temps à parler de biens communs, de biens publics, n'aient pas la moindre préoccupation de la capacité de payer de l'État? Faites la comparaison avec n'importe quel ménage, votre ménage. Si vous êtes endetté, trop endetté, votre préoccupation, vous allez dire, il faut qu'on s'en sorte. Désormais, on ne prend plus une seule décision qui ne tienne pas compte de ce qu'on est très endetté et on va aller dans le sens d'un moindre endettement parce que sinon, c'est nous et nos enfants qui en allons subir les conséquences. Ça va tellement de soi que j'insiste pas. Quand est-ce que vous entendez les syndicaleux nous dire qu'on n'a pas les moyens? Quand est-ce que vous les entendez dire qu'on n'a pas les moyens? Et pourtant,
on n'a plus les moyens. Oh que non. Nos attentes collectives à l'égard de l'État sont peut-être démesurées par rapport aux moyens dont nous disposons. Les finances publiques du Québec ne sont pas en équilibre budgétaire. Ma seconde observation vise à mettre en garde les parlementaires contre l'illusion de l'équilibre budgétaire. Notre choix est le suivant. Ou bien notre génération va accepter de contribuer à absorber le choc du vieillissement, ou bien ce sont nos enfants qui devront tout payer. Maudit beau pays que celui qui assènerait un tel coup de masse à ses enfants. Mais revenons sur le sujet de l'ancienneté, règle première du monde syndical. Parce que l'ancienneté, ça nuit pas aux jeunes. Ben non. Ben ils sont juste moins anciens, c'est sûr. Normalement, quand t'es plus jeune, t'es moins ancien. Puis quand t'es plus vieux, t'es plus ancien. Mais sinon, l'ancienneté ne nuit pas aux jeunes, c'est ce que nous disent les syndicaleux. Et personne ne dit rien. C'est du pouvoir, ça, c'est. Est-ce que vous voyez? L'ancienneté, c'est la pire des conneries. Et pour ça, personne ne dit rien. Avez-vous déjà vu un article d'un journal? Est-ce que vous avez jamais entendu Radio-Canada faire une émission sur l'ancienneté? Jamais. It goes without saying. Ça va de soi, l'ancienneté? Ben non, que ça va pas de soi. Ce qui va de soi, c'est la compétence, pas l'ancienneté. Je voulais savoir comment nous en étions arrivés à ce modèle qui repose autant sur l'étatisme et l'ancienneté syndicale. Régent Breton l'explique par une alliance naturelle entre le mouvement syndical et le Parti québécois. Tout le monde a compris au Québec que quand les péquistes sont au pouvoir, ça signifie que les syndicaleux sont au pouvoir. Parce qu'un congrès de la CSN, de la FTQ, de la CSQ ou du PQ, vous me direz, quand vous aurez l'occasion, c'est quoi la différence? Vous allez me dire, mais quand les libéraux sont au pouvoir, les syndicats sont dans l'opposition? Ben non. Je ne suis pas en train de dire que les libéraux marchent avec des péquistes, mais les libéraux marchent au pas des syndicaleux. Ce sont les syndicaleux qui fixent la cadence. On l'a vu en décembre 2003. Dis Jean, tu as eu un pas malheureux, ne faisant pas un deuxième. Bref, l'alliance traditionnelle entre l'élite syndicale et le Parti québécois fait que le Québec d'aujourd'hui est maintenant le village gaulois du syndicalisme en Amérique du Nord. En maintes occasions, les chefs syndicaux soulignent très clairement qu'ils appuieront la souveraineté du Québec en autant qu'il s'agisse d'un Québec plus social-démocrate, plus étatiste et plus syndiqué. Pourquoi est-ce que des syndicats se prononcent sur la question nationale? Tu sais, je suis sûr que de leurs syndiqués, je veux dire, la CSN, la FTQ et la CSQ sont toutes dits souverainistes. Bien, à ce que je sache, il y a sûrement de travailleurs qui sont fédéralistes, qui ne croient pas à la souveraineté. On ne peut pas continuer comme ça. Ça signifie qu'il faut changer les manières de faire, changer nos manières de penser. Et je suis de ceux qui pensent qu'on en est rendu là, d'abord et surtout à cause du monopole syndical. Il y a certainement ce parallèle que l'on peut faire entre le comportement syndical actuel et ce que pratiquait le monopole, qu'exerçait le monopole idéologique et de fait qu'avait le clergé sur une grande partie du système scolaire d'avant 1960. Oui. Parce que les syndicats, c'est rien d'autre qu'un monopole. Puis tout ce que ça cherche, c'est aller chercher des salaires plus élevés pour leurs membres, ce qui par ailleurs est légitime. C'est tout à fait légitime pour un travailleur de vouloir être représenté par une union corporative, et les syndicats sont, à ce niveau-là, légitimes dans le domaine de l'emploi. Mais ça va prendre quelqu'un à quelque part pour les mettre au pas quand ils interviennent sur toutes les autres questions. Je ne pense pas que les gens qui déferlent dans la rue en hurlant doivent décider de l'orientation, des grandes orientations, des décisions qu'on doit prendre. Je pense qu'on va devoir cesser de recourir à la formule du consensus et de la décision et de la pensée unique. Mais de nombreux jeunes prennent déjà leur distance face au mouvement syndical. Jean-Frédéric nous explique la réalité de sa génération. Je pense qu'il faut lier la question des syndicats à la question des générations. On nous a éduqués en nous disant « oubliez la sécurité d'emploi, oubliez
oubliez la syndicalisation. Vous allez vivre dans un monde mondialisé. Vous allez devoir parler 3 langues au minimum. Vous allez être mobile. Vous allez travailler aux 4 coins du monde. La sécurité d'emploi est quelque chose qui n'existe plus, que vous n'aurez plus. Et de fait, notre génération, ma génération, vit de cette façon-là. Dans le discours même, avant même qu'ils entreprennent leur carrière, et je crois qu'on ne peut même pas parler de carrière, on parle plutôt d'expérience professionnelle. Rarement les jeunes aujourd'hui sont capables de se projeter au-delà de 10 ans. Et même des fois, on va dire, dans 2 ans, je ne sais même plus où je serai. Les syndicats parlent de manière universaliste, défendent le droit des travailleurs. Mais ma génération, par volonté ou non, n'embarque pas dans ce mouvement-là. En général, le jeune nouveau travailleur regarde à gauche, à droite et s'attend à vivre sa vie de manière précaire, d'une certaine façon. À quoi on peut s'attendre? Le scénario qui me paraît le plus plausible, c'est celui d'un Québec qui s'enfonce doucement, qui perd un peu de sa capacité concurrentielle, qui s'en aperçoit pas trop. On perd certains secteurs parce qu'on n'est pas assez agressif, qu'on s'appauvrit doucement par rapport aux gens qui nous entourent, et donc on s'accoutume à une certaine médiocrité. Ma crainte, c'est que on s'en aperçoive trop tard avant de réagir. À la fin, on sera tous égaux, mais tous également pauvres. Et je pense que ça, c'est pas souhaitable pour ni l'un ni l'autre, puisque c'est pas l'objectif d'être pauvre dans une société, même si on est égal. Ma crainte serait que dans les 50 prochaines années, le Québec soit au Canada ce que Terre-Neuve l'a été dans les 50 années qui viennent de s'écouler. Et qu'à terme, ce qui se passe, c'est qu'on ne soit plus une des sociétés les plus pauvres en Amérique du Nord, mais une des sociétés les plus pauvres en Occident. Ce qui va arriver, c'est un appauvrissement collectif de la population. Ça, c'est clair, net et précis. J'aime pas ça dire ça. Moi, ça me fait plus de peine pour la classe moyenne. Je ne suis pas inquiète pour les riches, mais la classe moyenne, notamment celle qui se fie sur l'État, celle qui se base vraiment en pensant que l'État, encore une fois, va intervenir pour tous les soutenir, bien, l'État n'aura plus les moyens. Parce que l'État, ça n'a pas d'argent, l'État. L'État, c'est l'argent, les prend dans les poches des contribuables. On se demande des fois pourquoi les régions se vident, mais pourquoi est-ce que le Québec ne se viderait pas aussi éventuellement? Individuellement, chaque jeune est plutôt optimiste au Québec quant à son avenir. Les jeunes pensent que leur réussite personnelle est possible, mais que collectivement, ces mêmes jeunes ne voient pas le bout du tunnel. Et qu'est-ce qui rend la situation encore plus inquiétante aujourd'hui, c'est que nous sommes la génération, les jeunes qui sont ici, nous sommes la génération la plus éduquée que le Québec ait eue, et que le savoir, il n'y a rien de plus mobile que ça. Suivant ce sombre tableau, on pourrait s'attrister, mais il me semblait que des appels sérieux au changement s'exprimaient déjà. En 2005, 12 personnalités publiaient le Manifeste pour un Québec lucide. En avril 2003, 64% de gens avaient voté pour un parti qui faisait campagne sur le thème du changement. Des artisans de la première heure du modèle québécois, dont Pierre Fortin, Claude Castonguay et le docteur Yves Lamontagne, s'activent maintenant à corriger la trajectoire du modèle. Étant persuadée de la nécessité d'un sérieux coup de barre, j'étais curieuse de savoir comment nous allions nous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, il nous reste peu de temps pour le faire. Soyons réalistes. Il n'y aura aucune modification, aucun changement de politique qui n'aura pas ses coûts. Et ce qu'il faut faire, c'est être transparent dans l'utilisation de ces fonds. Arrêter de les gaspiller, finalement. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière des beaux discours, des belles intentions, et voir de quelle façon l'État gère réellement ses ressources. Premièrement, c'est faire des choix économiques à la hauteur de nos moyens. Donc, arrêter de multiplier des programmes qu'on n'a pas les moyens de se payer. Notre problème fondamental au Québec, c'est qu'on ne crée pas assez de richesse. C'est qu'on n'est pas assez prospère. Avant de redistribuer la richesse, il faut la créer. Et toute politique qui essaie de redistribuer la richesse sans se soucier de la taille du gâteau à redistribuer, c'est une politique qui inévitablement va faillir. J'attendais de dire que ce qu'il faut faire, c'est ce que l'Irlande a fait. Ils ont essayé pendant 25 ans toutes sortes de mesures, toutes sortes de programmes gouvernementaux pour essayer de régler leurs problèmes de chômage persistant, de pauvreté, donc leurs problèmes d'absence de prospérité.
Puis il n'y a jamais rien qui marchait. À un moment donné, ils ont dit, bon, ben, ça va faire. Alors, ils ont coupé les taxes, ils ont coupé les impôts, puis ils ont dit, ça ne pourrait pas être pire que c'était avant. Puis effectivement, c'est pas mal mieux. Les économistes ont une phobie des monopoles. Un monopole, c'est un monopole, c'est un monopole. Qu'il soit privé, public, syndical, éventuellement, le comportement d'un monopole, c'est de pouvoir accaparer et exploiter la population. Il faut réinsérer un niveau important de concurrence dans la production et la distribution des biens et services sociaux. Je crois que le Québec est face à un dilemme. On peut choisir de devenir la France de l'Amérique du Nord ou choisir de faire des réformes qui vont nous rapprocher de d'autres pays comme l'Irlande, qui a réformé énormément son système des années 80. Parce qu'ils ont déréglementé, ils ont diminué les impôts et ont investi dans leurs infrastructures. Un plan de remboursement de la dette, pour moi, c'est inévitable. Le gouvernement nous a annoncé un fonds des générations qui a pour principal but de contrôler la croissance de la dette et non pas de la réduire. Ça, je trouve ça aberrant. We could have a user fee in the hospital so that people will be discouraged to go to the emergency rooms. We could have watching where the loans are going for the students, making sure that people are really needing the money that they're getting. Le mouvement académique est en grande partie rempli de personnes qui s'attachent à des valeurs qui sont étatiques. Il faut avoir une certaine renaissance au point de vue de nos académiciens au Québec, des personnes qui vont enseigner dans nos universités, que les gens au moins aient accès à une idée qui soit différente. Pour être capable finalement d'amener des alternatives, d'amener des réformes qui ne donnent pas toujours le pouvoir du côté de l'État, mais laissent un peu plus de choix à l'individu. Je crois qu'on ne peut pas avoir un changement de climat au Québec. On a parlé du syndicat comme étant omniprésent dans tous les secteurs de la vie au Québec, mais même pour ce qui est du Code du travail du Québécois, il faut faire une réforme. Il faut le réformer en profondeur, sinon même l'abolir. Bien, le syndicalisme au Québec, en fait, je pense que c'est un morceau, mais un très gros morceau de la culture corporatiste qui règne ici, en fait. Donc, je crois que le changement est possible. La question est de savoir si on va avoir les politiciens et les institutions nécessaires qui vont avoir la volonté politique de faire ces changements-là. Mais encore une fois, les changements en tant que tels, ce n'est pas ça qui va être si difficile que ça. C'est de trouver les gens qui vont avoir l'audace de dire, écoutez, c'est pour ça que j'ai été élu et je vais faire ces changements-là. Tel programme, je vais couper ça. On ne peut plus se le permettre et que vous le vouliez ou pas, c'est la solution qu'il faut aborder. On pourrait dire que l'on a les gouvernements qu'on mérite, ce qui peut justifier les paroles de Joseph Facal lorsqu'il soutenait « Trop de nos concitoyens se réfugient dans une sorte de pensée magique, dans la langue de bois, dans le pelletage en avant, et se refusent à admettre ce qui s'en vient. » On peut aussi voir la chose d'un autre œil. Comment donc reprocher à la population de croire à la sauce socialiste lorsqu'on ne cesse de vanter les résultats extraordinaires de notre modèle et que c'est le discours qu'on lui sert depuis 25 ans maintenant? Plutôt, cette pensée magique, elle prend sa source dans le discours idéologique de nos élites et dans les fondements mêmes du modèle québécois. Et s'il y a un reproche à faire au peuple québécois, c'est bien plus celui d'être trop confiant envers ses politiciens et de ne pas être assez exigeant au chapitre des résultats. Il y a un an, j'avais voulu comprendre pourquoi il était devenu si pénible d'améliorer les choses au Québec. Je sais maintenant que c'est en partie parce que nous ne sommes pas conscients de la véritable fragilité de notre modèle. Logiquement, il faut d'abord réaliser qu'il y a un problème avant d'exiger des solutions. Exaspéré des débats répétitifs sur la question nationale, agacé par l'éternelle complainte des élites syndicales et autres groupuscules, je voulais y voir plus clair. Ce que j'en conclus est très simple. Le Québec étouffe, sous le poids des monopoles d'État et sous le poids du nouveau clergé syndical. Notre système de répartition de la richesse est désuet, l'universalité est une illusion, et les belles années du syndicalisme québécois sont bel et bien derrière nous. Bref, il est grand temps de cesser les débats stériles et de passer à l'action. Qu'est-ce qui marche? Que ce soit de gauche, de droite, souverainiste, fédéraliste, à quelque part, il faut que ça permette d'amener la population à un autre niveau, d'amener le bien-être de la population à un autre niveau. Puis c'est un peu ce qu'on a perdu de vue en s'encadrant dans des dogmes, en s'attachant au nom du sacro-saint modèle québécois, alors que
dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on trahit les valeurs au nom de l'idéologie. Peut-être ce qu'il nous faut, c'est une véritable nouvelle révolution tranquille. Une révolution dans laquelle on va accepter de se regarder, de mesurer nos programmes. Regarder les chiffres concrètement, se poser des questions en se disant « ça fait 20 ans qu'on essaie d'aller dans cette direction, on n'y arrive pas, pourquoi on n'y arrive pas? » Et ce qui serait souhaitable, c'est que des générations qui voient qu'on étouffe un peu dans un système qui s'est encrouté complètement aient les mêmes mécanismes de rejet. Ils disent aux élites qui sont encroutées, installées, incrustées dans le pouvoir, allez-vous-en. Et nous, on a un nouveau modèle de société à proposer. Je pense que c'est pas malsain. Et ça serait le même esprit qu'on avait découvert en 1960, où le Québec était capable de se dépasser, était capable de changer, d'avoir de l'audace. Ce qui me permet de garder espoir, malgré tous les problèmes qu'on peut identifier dans la société québécoise, c'est ce que j'appellerais l'héritage de la Révolution tranquille. Pour moi, la Révolution tranquille, son héritage, ce n'est pas des briques et du mortier. Ce ne sont pas des programmes sociaux mur à mur et inefficaces. Ce ne sont pas des acquis qui profitent à une minorité puis qui laissent pour compte les autres citoyens. Non, pour moi, l'héritage de la Révolution tranquille, c'est un esprit. C'est un esprit de modernité. C'est cette preuve que nous avons fait que nous sommes capables collectivement de réformer notre société, de l'ajuster, de la moderniser avec audace, avec créativité, avec passion, en regardant résolument vers l'avenir. Je suis optimiste en l'avenir parce que je crois que les Québécois ont tendance à évoluer par paliers. C'est-à-dire que pendant un grand moment, ils vont stagner comme société. Et d'un coup, ils vont faire un grand changement politique majeur. Ce qu'il faut désormais, c'est terminer la job de la Révolution tranquille et s'affranchir une fois pour toutes de nos racines catholiques, arrêter de se dire que d'être bon, c'est mauvais, arrêter de se dire que de faire du profit, c'est mauvais, arrêter de se dire que d'exceller, c'est mauvais, parce que c'est justement en excellant qu'on va réussir à prendre notre place dans le monde. On peut pas, comme société, se contenter d'être l'irréductible village social-démocrate dans un monde acharné et méchant néolibéral. We needed to protect the Quebec culture, and we did that with the Modèle Québécois, and we kind of built these walls around us to protect the language, to protect this beautiful culture, everything that Quebec has to offer. And then with the globalization of the world, we need to now be able to go outside of ourselves. But what I would like to see is also the French Quebecers being able to learn in English, being able to go out globally and to compete against the world so that we could defend our beautiful culture, our province, our country, whatever it is that you want. But I'm just so proud to be a Quebecer. And I feel that we should be so confident in being a Quebecer. We have such a beautiful culture, beautiful language. Je pourrais parler en français aussi, mais that to defend that, we need to go out globally. We need to be able to speak in both French and English, Chinese, whatever, we need to keep on moving and we need to globally compete with everybody. So that's what I wish for Quebec.